Merci. On garde un peu de fondu pour tout à l'heure, Alain. Merci. Bon, on parlait d'entrepreneuriat, de savoir-faire. Ils vont nous montrer aussi tout leur talent. Donc on accueille Clarisse Cazenave, qui est la cofondatrice des Hirondelles, une marque de prêt-à-porter. Antoine Honorati, des brasseurs savoyards. Georges Pesset, fondateur de Jonathan & Fletcher. Et Simi Johnson-Kurt, fondatrice de Mime Play and Explore. Je crois que c'est elle qui avait posé des petites choses sur vos chaises. Voilà. On te passera le micro, Simi, ne t'inquiète pas. Ravi de vous avoir avec nous, Clarisse. Les Hirondelles, quel joli nom. C'est un joli nom, oui. Qui a eu l'idée de ce nom dans un premier temps? Est-ce que c'est une bande de copines qui a créé plus ou moins la société? Alors, on est 3 cofondatrices et associées. Les Hirondelles, ça a été un peu une évidence. On a toute une histoire liée quelque part. Mais l'essentiel à retenir, c'est que les Hirondelles, c'est un symbole. Un oiseau joueur qui est jamais seul. Un oiseau qui revient chaque printemps. Et c'était le message qu'on avait aussi envie de donner. On a joué avec on va dire avec les mots. Et donc on a créé notre slogan pour que la mode dure plus qu'un printemps, pour véhiculer un message, disons derrière l'industrie de la mode qui aujourd'hui on sait est une industrie assez polluante, donc amener un peu plus de bon sens et ramener un petit lien à la terre, et donc les hirondelles, voilà. C'est une sacrée ambition. Prêt-à-porter, éco-responsable, avec le plus possible de fabrication circuit court, en tout cas made in France. Comment vous êtes lancées là-dedans, toutes les 3? Comment ça s'est créé? Justement, alors au moment où on a décidé de lancer ce projet, on était toutes les 3 en freelance, avec les fameuses problématiques d'échanger avec les autres et de se rencontrer. Il se trouve que notre rencontre s'est faite dans un espace de coworking. Donc quand on est entrepreneur et qu'on travaille seul, c'est hyper évident, nécessaire de trouver des lieux qui nous permettent de le faire. Et là, au travers de discussions qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les 3 un réseau déjà un peu établi, avec des contacts dans différents milieux, notamment la mode, évidemment, l'industrie en question, derrière des projets de développement durable, donc des contacts dans ces secteurs-là. Et à force d'échanges, on a fini par émerger avec ce projet-là qui venait à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie textile. Donc on est parti complètement à l'envers. Donc on a une petite prétention de dire qu'on met l'industrie de la mode et du textile au défi, d'aller réfléchir ces process et de modifier la manière dont elles fonctionnent pour qu'elles soient plus durables et plus responsables. C'est réfléchir à la mode hommes et femmes. Il n'y a pas que les femmes, hein. C'est hommes et femmes, textile, cuir, maroquinerie, on le voit bien, et puis le travail de la laine aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a des produits pour hommes et femmes. La gamme est petite pour le moment. Elle s'étendra avec le temps. On ne vit pas au rythme des collections comme le fait le reste de l'industrie. Donc il n'y a pas, on va dire, d'habitude il y a minimum 4 collections dans l'année, ou voire plus avec la fast fashion, on va appeler ça. Donc là, on a des produits femmes, des produits hommes. Il en faut un peu pour tout le monde. Et on a surtout fait avec ce qu'on trouvait autour de nous. Donc on est allé rencontrer, visiter les ateliers de textiles qui font, parce qu'on produit encore aujourd'hui du textile en France. C'était une très grande industrie qui a été aussi délocalisée, mais il y a encore des vétérans, des irréductibles gaulois, on va dire ça comme ça. Et donc on a créé nos produits en fonction de ce qu'on trouvait sur leurs étagères, en se disant on va pouvoir valoriser des matières qui sont quelque part destinées à être jetées dans le pire des cas, et on va fabriquer des vêtements avec ça. Et donc on valorise des matières qui sont des matières naturelles, pour la plupart, quasiment toute la collection, qui sont même parfois biologiques. C'est 80% de ce qu'on produit. On réfléchit en écosystème local. Donc l'idée, c'est vraiment de dire on est ici à Annecy en France, et pour nous
développer un projet, c'est autour de nous. Alors, pas forcément que la Haute-Savoie, sinon ça aurait été un peu compliqué. Mais on va aller chercher ce qu'on a autour de nous et à notre portée. Le plus proche possible, en tout cas. Voilà. Donc, on est très Rhône-Alpes pour l'instant. Et très bien. Parfait. Il y a des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est Claire qui nous expliquait que 700 000 entreprises ont été créées l'année dernière en France. Là, depuis tout à l'heure, on voit effectivement des chefs d'entreprise, des jeunes, des gens qui ont envie d'y aller, etc. Tout le monde se dit, c'est super facile. C'est super facile. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques prêtent facilement? Comment ça se passe quand on veut aller au bout de son projet? Est-ce qu'il faut absolument aller séduire les gens? Est-ce qu'il y a un mot qui déclenche finalement la possibilité de le faire? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Et donc c'est merci papa, merci maman dans un premier temps peut-être? Je sais pas. Alors c'est pas évident de se lancer et en effet nous aujourd'hui on pourra remercier Réseau Entreprendre dont on a été lauréate, donc qui est un réseau local qui ne fait pas la même chose que ce que souhaite faire le réseau des Fondus, mais qui nous a apporté beaucoup et qui nous a donné sa confiance et grâce à qui on a pu avoir en effet plus de crédit et être crédibilisé auprès des banques qui du coup nous ont aussi prêté. D'accord. Il est important en effet de valoriser le réseau localement. Il y a beaucoup de choses, c'est hyper dynamique ici en Haute-Savoie et du coup on a profité de ce dynamisme-là. Et se lancer seul et s'autofinancer, c'est compliqué, surtout quand on a un projet où on veut faire quelque chose qui peut paraître ressembler à de l'artisanat, mais qui n'en est pas en fait. On met ça à une échelle quelque part un peu plus industrielle. Voilà. Merci beaucoup Clarisse. Vous avez un petit peu soif, vous voulez une bière? Je peux vous en proposer une. On a un brasseur savoyard juste à côté. Avec une marque qu'on ne présente plus. Il est abattu, il n'y a que des bouteilles d'eau devant lui. Inconcevable. Il dit que c'est pas possible. Donc là, c'est l'histoire d'une reprise. Et c'est une reprise et c'est une belle aventure toute jeune aussi. Hein. Il y a combien de temps que vous avez repris l'histoire? Il y a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. Avec votre frère? Avec mon frère, on a commencé à deux avec un employé qui était sur place quand on a repris cette entreprise qui était en dépôt de bilan. Et puis... Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit on va reprendre une brasserie? Ça a été quoi le déclencheur? C'est l'inconscience, je pense. Ça aurait pu être l'alcoolisme aussi. C'est un peu par hasard. On avait commencé avec mon frère à fabriquer de la bière dans sa cave. Oui. Un peu comme Alain Michel avec le fromage, mais lui, il est resté dans la cave. Et un jour, on allait visiter cette brasserie qui était à Épagny à l'époque. Et c'est là qu'on a appris que l'entreprise déposait le bilan. Et on s'est dit inconsciemment, on va faire une offre et puis on verra bien. Alors vous avez gardé le nom, mais alors après, vous avez tout changé. Hein. C'est ça. Seul le nom est resté et on a changé forcément parce que quand on reprend une entreprise à la barre du tribunal qui est en dépôt de bilan, on se dit le mieux c'est quand même de ne pas faire la même chose parce qu'il y a un truc qui a du mal à se passer. Ça pourrait être une boulette. Ouais. Ça pourrait. Donc on a absolument tout changé. Et vous avez notamment misé sur le bio? Ouais, c'est une conversion qu'il avait commencé. Notre prédécesseur, mais qu'il avait fait à moitié et que nous on a développé à 100%. Ouais. Tout à fait. Ouais. On avait le choix, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait ou pas? C'est forcément plus complexe de fabriquer un produit bio. Ça demande aussi des approvisionnements de matières premières bio qui sont plus coûteux et qui sont plus difficiles à pérenniser. Mais c'est un choix qu'on a fait, ouais, en effet. Ouais. Et ça fait partie aussi de la réussite de l'entreprise et puis de sa différenciation par rapport à d'autres brasseries autour. Bien sûr. Quand on fait une activité comme la vôtre, je sais que les micro-brasseries, il y en a énormément. Ça s'est beaucoup multiplié ces dernières années en France, dans toutes les régions d'ailleurs. Hein. Ouais. Comment on fait pour sortir du lot à un moment donné, pour se faire remarquer? Est-ce que justement on doit s'appuyer sur des réseaux comme le réseau des Fondus ou un autre? Alors déjà, je vous le dirai pas, sinon tout le monde fera pareil que moi. Voilà. Non, le réseau est important. Après, comment on fait? Il n'y a pas une solution, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait que ça fonctionne. Le travail, je pense qu'il compte pour beaucoup travailler, beaucoup se remettre en question, bien savoir s'entourer aussi. C'est très important. Nous, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens via des réseaux, pas via le réseau des Fondus qui n'existait pas à l'époque, mais via des réseaux justement, via des connaissances. On a rencontré des gens justement qui nous ont permis de nous entourer bien
en externe comme en interne, donc tout embaucher les bonnes personnes à des postes clés, et en externe, avoir des entreprises qui nous aident sur des compétences qu'on n'a pas nous-mêmes. Ouais. Et là, l'étape d'après ? L'étape d'après. Là, 5 ans et demi, ça se passe bien. Donc l'idée, c'est d'être dans la continuité ou on continue. tenter quelque chose encore ? Alors, on avance tous les jours, donc pour moi l'étape d'après, enfin on est déjà dans une étape actuelle, et l'étape d'après, il n'y en a pas qu'une, on est en permanence en développement et en investissement, en innovation. Donc on continue, là on est 21 salariés actuellement, on finalise une grande phase d'investissement là, qui va nous permettre d'augmenter l'activité de production. Et les prochaines étapes, c'est de continuer ce qu'on fait, réussir à encore innover, parce que ça nous tient à cœur. On fait ça aussi par plaisir. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui compte, je pense, avant tout, c'est le plaisir qu'on a dans ce qu'on fait. Bien sûr. Et si on n'a plus de plaisir, je pense que c'est mieux d'arrêter. Et dans ce plaisir qu'on a, ça passe aussi notamment par l'innovation, par des nouveaux produits, par montrer aussi, par le fait de montrer aussi aux gens ce qu'on peut faire avec des céréales. Et la grande variété de goûts qu'on peut trouver, et donc d'offres de bières différentes qu'on peut trouver. Donc nous, l'étape d'après, c'est continuer à développer la brasserie avec des produits qu'on aime et qu'on a envie de faire partager. Joli défi. Oui, tout à fait. Dans le réseau des fondus, Claire le disait tout à l'heure, il y a bien sûr des entrepreneurs, il y a des gens qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. C'est peut-être aussi l'occasion demain d'avoir des points de vente de vos différents produits, que ce soit pour vous, que ce soit pour Clarisse. Ce réseau de fondus va peut-être justement étendre votre possibilité de commercialiser vos produits plus facilement. Notamment le groupe PVG. Notamment le groupe PVG. Ils sont pas encore clients ? Philippe. Non, je dis ça, mais... Très bien. Il fallait quand même le mettre. Mais oui, après, le but du réseau n'est pas que un profit immédiat. Bien sûr. Je vois ce qui est super intéressant, par exemple, c'est d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur leurs expériences. Et en fait, on se rend compte rapidement que les problèmes auxquels on fait face, que ce soit des problèmes de recherche de compétences, de développement, de distribution, de personnel, enfin peu importe tous les problèmes auxquels on fait face, on se rend compte qu'il y a forcément un chef d'entreprise qui y a fait face avant. Qui a été confronté à cela. On essaye de réinventer la roue, alors que les solutions, certains les ont déjà mises en application avant. Donc le réseau, je trouve, il sert aussi à ça. L'union fait la force. Et puis nous, à transmettre aussi, à dire, voilà, j'ai été confronté à tes problèmes, voilà comment on a fait, quoi. Parfait. On se retrouve au comptoir d'ici quelques instants, Antoine. On va donner la parole à Georges, si tu veux bien. On se connaît depuis pas mal de temps, Georges. T'as vu, la bonne nouvelle, c'est que même les vieux, on a accepté au réseau des fondus. Pas mal. On s'en sort bien. Moi, je m'entraîne à la retraite. Georges, alors, quand on parle de maître du textile dans le domaine du sport, tu te places là. Jonathan & Fletcher, c'est une marque qui existe depuis combien de temps maintenant ? Tu l'as montée il y a combien de temps ? 1984. 1984. Grand designer pour différentes marques. Tu n'as pas travaillé que pour Jonathan & Fletcher, tu as travaillé pour d'autres marques. Si je cite Rossignol, Arpin, tout ça, ça en fait partie ? Jonathan & Fletcher, l'idée de départ, c'est... moi, personnellement, j'ai toujours été autodidacte. J'aimais dessiner, j'ai fait aucune formation, j'ai un CAP de serrurier ferronnier, j'aimais la ferronnerie, la serrurerie, ça ouvre des portes. Et tu les as poussés. Donc j'en ai eu marre qu'on me dise que tu dessines, c'est beau, mais c'est trop compliqué. Je me disais, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et à un moment, j'ai été frustré, d'où l'idée de dire, ce qu'on dessine, on doit être capable de le concrétiser jusqu'au bout. Donc l'idée de départ, c'est qu'on est un bureau de style, donc on travaille pour des marques. On n'est pas vraiment une marque, on n'est pas présent dans le domaine du public, donc on a beaucoup travaillé pour des sociétés comme Millet au départ pendant 12 ans, après un petit peu partout dans le monde, Fila, Spider, beaucoup de nombreuses marques. Et c'est toujours l'activité de base de la société. Et là, ce qui est devenu l'activité principale, ça tourne autour de la compétition. Ah, on le voit à travers les images. Beaucoup d'équipes internationales portent des combinaisons qui sortent... Alors ça, c'est une question de sponsoring, c'est-à-dire une équipe nationale. Si on prend on a travaillé pour la France, on ne travaille plus pour la France. Aujourd'hui, c'est une marque italienne qui est leur sponsor, qui leur fournit tout l'équipement, blouson, pantalon, chaud, etc., basique.
Et quand on arrive aux vêtements compétition, forcément, c'est du sur-mesure, puisque chaque athlète est différent. Et, voilà, donc on est très spécialisé là-dedans. Et l'origine de tout ça, c'est plus aussi le copinage avec, à l'époque, les kilomètres lancés. D'accord. Tous les copains qui tentaient ces records du monde, de vitesse et tout, et c'est là qu'on a démarré avec eux, qui nous ont fait confiance. On est les seuls aujourd'hui à fabriquer ce type de vêtements. C'est un micro-marché. Quand je dis micro, c'est micro, mais bon, c'est un peu notre ADN. Donc, ça nous a ouvert beaucoup de portes dans l'univers du sport, plutôt hiver, alpin. Avec des combinaisons très marquées. Je voulais savoir si d'ailleurs ma combinaison qui est passée à l'image il y a quelques instants avec les flammes sera prête pour cet hiver. Il faut que je prenne tes mesures. Ça va te coûter cher en tissu, je te le dis. Il y a quelque chose qu'on a évoqué, c'est le besoin de transmettre aussi. Ça, c'est une volonté. Tu es entouré de plein de collaborateurs aujourd'hui au sein de Jonathan et Fletcher. Il y a cette volonté de transmettre ton savoir en allant chercher bien sûr des garçons qui sortent des écoles de serrurerie. C'est la base. C'est intéressant de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec notre métier, on ne sait jamais. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il y a combien de personnes qui bossent maintenant avec toi ? Oui, j'ai envie de transmettre. Bon, premièrement, je suis en plein dedans, puisque je transmets mon entreprise à mes 2 fils, qui sont venus me rejoindre, j'ai rien fait pour ça, qui ont refait un petit peu d'études. Et puis ça a l'air de se passer très bien, puisqu'ils ne m'appellent pas. Donc, Le principe du réseau Les Fondus, c'est aussi l'entraide. Et ça, c'est quelque chose, je le sais moi à titre personnel, quand tu peux aider une autre personne, quand tu peux lui rendre service, tu es toujours le premier à le faire. Et voilà, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui tu fasses partie de ce réseau, quoi. Alors, ce réseau, je le découvre grâce à Jonathan, mon fils, qui je crois, est ami avec Claire. Personnellement, j'ai envie de... On m'a aidé au départ, j'ai eu des mentors, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de retransmettre tout ça. C'est pour ça que je fais partie du réseau Entreprendre, du réseau Outdoor Sports Valley, qui a une activité aussi d'aider à développer des jeunes entreprises dans l'univers du sport. Voilà. Tous ces réseaux sociaux, ils n'existaient pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas à la création de l'entreprise. Ça aurait aidé. Là, quel regard vous portez sur ces outils-là aujourd'hui ? Oh, sans doute. Ouais. Non, à l'époque, ça n'existait pas, effectivement. Donc on a vu la naissance de tous ces réseaux et aujourd'hui, c'est incontournable. Ça peut aider les jeunes chefs d'entreprise qui se lancent aujourd'hui ? Bien sûr. Je pense que le réseau qui marchait le mieux... Par exemple, avec les hirondelles. Genre, je pense que le réseau qui marchait le mieux à l'époque pour faire des affaires, c'était l'apéro. Ça marche toujours. Ça marche toujours. La bière. Merci Georges. On va donner la parole à Simi si tu veux bien. Simi, je suis content de te revoir parce que ça fait quelques années qu'on s'était croisés. À l'époque, tu travaillais avec Hervé Fabre, Evolution 2. Là aussi, on parle de réussite dans notre territoire. On parle d'école de ski avec Evolution 2. Maintenant, tu es parti dans une autre aventure. Et quand j'ai découvert ce que tu faisais, j'ai trouvé ça juste super mignon et très intelligent. Alors, je te laisse peut-être nous présenter ce qu'est ta société et ce que tu proposes. Ok, ma société, donc c'est MIM, qui représente Mummy in the Mountains. Et l'objectif, c'est de faire découvrir les enfants la montagne autrement, d'une manière créative. Et puis aussi, parce qu'il faut quand même bien vendre ce produit à des différentes destinations et des différents clients, il y a la possibilité pour les clients de personnaliser le branding. Donc ma marque, ça devient une marque blanche entre guillemets et ça devient le produit par exemple de l'Imperial Palace par exemple ou une autre destination, Samoëns ou Val d'Isère. Donc j'ai des clients dans plein de différents... Donc j'ai des clients qui sont les offices de tourisme, j'ai des clients qui sont des hôtels, des groupes, des agences. Voilà, donc j'ai développé dans ce sens-là. Et qu'est-ce que tu peux attendre d'un réseau comme le réseau des Fondus, donc local ? Je peux attendre beaucoup de choses. Donc en fait, moi, mon parcours, c'était plutôt dans la promotion de les montagnes, donc du tourisme. Donc j'étais directrice commerciale de la station de ski de Tignes,
après avoir travaillé pour Evolution 2, donc la promotion du sport. Après, j'ai travaillé pour la candidature d'Annecy 2018, qui était toujours la promotion du sport et d'une destination touristique. Donc, le métier de l'imprimerie, de le développement d'un produit, je ne connaissais pas du tout. Donc, je connais les montagnes, je connais la destination, j'ai 3 enfants, donc je connais assez bien les enfants maintenant. Mais je ne connais pas du tout tout ce qui est l'imprimerie, la distribution. Donc j'ai eu beaucoup de choses à apprendre. Et puis une des bases fondamentales de le projet, c'était d'utiliser des réseaux locaux. Donc d'avoir une distribution plus court-circuit. Donc je travaille avec des illustratrices qui sont basées ici, des graphistes qui sont basés ici, et je fais 92% de la production en Europe, dans la majorité en France. Quand tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire découvrir la montagne aux enfants autrement, bien sûr les enfants sont souvent accompagnés par leurs parents. Exactement. Et c'est effectivement de faire en sorte que tout le monde puisse vivre des moments un peu inoubliables, que ça reste dans les mémoires et que ça devienne plus ou moins des rendez-vous récurrents comme ça sur l'année. Oui, en fait, l'objectif, bien sûr, c'est qu'on découvre les montagnes en vrai. Donc, quand on fait du ski, on va faire du ski. Mais après le ski, il y a des moments, ce que moi j'appelle les moments clés. Donc, il y a des moments, par exemple, quand on va manger au restaurant ou en fin de journée, quand les enfants sont fatigués. Mon objectif, c'est d'occuper ces moments clés où assez souvent les enfants sont fatigués, ils n'ont pas beaucoup de patience, ils sont un peu grognons et ils cherchent quelque chose d'autre à faire. Et puis on a tous, je pense, tendance à donner nos enfants les iPhones. Moi, je ne suis pas contre 100% parce que je pense que ça fait partie de le futur aussi, mais c'est aussi de faire quelque chose qui est un petit peu plus retour aux sources avec l'authenticité. Donc pour éviter que nos enfants sont toujours collés aux écrans. Très bien. Moi, je pars en week-end. Merci beaucoup. Je me laisse guider par Simi. Tu me trouveras un endroit où je peux aller avec les enfants, même s'ils sont un petit peu grands, c'est pas grave. On verra bien, on trouvera quelque chose. Merci à vous 4 en tout cas. Bravo encore pour ce que vous faites les uns les autres. Merci.